et bienvenue dans Planétaire. Dans cette émission, nous vous emmenons tous les mois à la découverte d'un agriculteur ou éleveur en tout genre. Et aujourd'hui, nous sommes dans une exploitation un peu particulière. Car oui, le produit que nous allons vous présenter ne pousse pas dans la terre, mais bien sous l'eau. Nous sommes à Roquebrune-sur-Argence et nous allons rencontrer Jean-Baptiste qui va nous faire découvrir la spiruline. C'est parti! Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour. Merci de nous recevoir dans ton exploitation. Je vous en prie. Alors dis-moi un peu, avant d'être cultivateur, qu'est-ce que tu as fait? Alors moi j'ai suivi une scolarité normale, j'ai toujours été intéressé par la santé, le sport en général. Donc j'ai fait mon bac, je suis parti après faire des études de médecine, donc j'ai fait 2 premières années de médecine à Nice. J'ai été judoka aussi à haut niveau pendant une dizaine d'années au niveau national, donc voilà, beaucoup de surentraînement, des compétitions, des régimes, ce genre de choses. Et ensuite, après, si tu veux, quand j'ai arrêté mes études de médecine, je suis parti me former au lycée agricole de Hyères pour devenir a posteriori producteur de spiruline. Mais du coup, c'est quoi la spiruline? Alors la spiruline, on dit beaucoup que c'est une microalgue, mais c'est un petit peu un abus de langage. Très exactement, ça fait partie de la famille des cyanobactéries. Donc pour te donner un ordre d'idée, ça a plus de 3,5 milliards d'années et les cyanobactéries, ça a été la première forme de vie sur Terre à faire la photosynthèse. Donc à dégager de l'oxygène, à créer une atmosphère respirable dans laquelle la vie a pu se développer a posteriori. Donc on peut les considérer comme les arrière-grand-mères de tous les êtres vivants. Et pour le coup, c'est un micro-organisme qui fait 50 microns, c'est 1/20 de millimètre. Donc pour te donner un ordre d'idée, dans des grands bassins comme ça qui font à peu près une centaine de mètres carrés chacun, tu en as entre 100 et 150 milliards. Donc c'est infiniment petit, c'est pas visible à l'œil nu, c'est visible qu'au microscope. Et c'est ça qui donne la couleur verte au bassin. Alors là, du coup, tu vas nous expliquer comment tu récoltes la spiruline. Alors tout à fait. Donc tu vois, on a des pompes, on pompe directement toute la culture. On fait tout passer à travers un premier pré-filtre qui retient tout ce que nous, on ne veut pas a posteriori dans la table de récolte, mais qui aurait pu tomber dans le bassin, une poussière, etc. Et le but après, une fois que le cadre de récolte est assez rempli, c'est de laisser l'eau s'écouler, parce que ça, c'est une toile qui a un maillage qui est un tout petit peu plus gros que celui de la spiruline, qui est à 50 microns. Comme la spiruline en fait 30, elle va rester bloquée dans la toile, mais par contre l'eau peut traverser et retourner au bassin. D'ailleurs, c'est cette étape qui fait que l'activité elle est très économe en eau, justement parce que cette eau, on ne l'utilise qu'une fois. On est en circuit fermé tout le long de la saison et à chaque récolte, l'eau retourne au bassin. Si l'eau retourne au bassin à chaque fois, tu n'as pas vraiment de problème au niveau de la sécheresse par exemple? Alors, j'ai une consommation en eau qui est très faible. Moi, pour te donner un ordre d'idée, je consomme à peu près 100 mètres cubes d'eau par an. Donc c'est quand même une consommation qui est très faible au vu de ce que je produis au niveau des protéines. Et en plus, c'est hyper intéressant parce que si tu veux, toute l'eau de nettoyage va repartir au bassin et va servir justement à compenser l'évaporation que je dois faire quotidiennement. Donc là, tu es à un niveau où tu peux commencer à la mettre dans la presse. Ouais, tout à fait. Il faut que ce soit absolument... Ouais, le but c'est d'avoir, si tu veux, en fait, par mallette, je mets à peu près une dizaine de litres de biomasse. Donc là, qu'est-ce que tu es en train de faire? Alors là, justement, tu vois, j'ai transféré la biomasse qui était avant dans l'étape de récolte dans les mallettes de presse. Donc là, je suis en train de créer un circuit que je vais mettre sous dépression. Et en fait, une fois que la dépression sera assez forte, je vais ouvrir les robinets qui va transmettre la dépression du circuit aux mallettes, qui vont venir m'aspirer l'eau. Et donc après, on va ne se retrouver qu'avec les petites spirales dans l'étape de récolte pour pouvoir après les transformer a posteriori. Et toute l'eau de culture, elle va justement se retrouver dans ce réservoir-là. Donc là, on est parti pour un processus d'environ une vingtaine de minutes. Ouais, tout à fait, c'est ça. Le temps vraiment que toute l'eau extracellulaire soit retirée des presses pour ne garder plus que la biomasse qui est pressée. Et c'est cette biomasse qui après sera transformée sous forme de petits spaghettis pour être déshydratée. Ok. Eh ben, en attendant, on va plutôt parler des bassins. Sur un début de saison, comment est-ce que tu mets en place les bassins? Alors si tu veux, le bassin, le travail, le but c'est de reproduire donc du coup le fameux milieu naturel que sont les lacs. Donc du coup on travaille sous serre, on fait des bassins tu vois d'une petite hauteur d'eau, ils font une vingtaine de centimètres de profondeur les bassins. C'est toujours brassé par des moteurs parce que si tu veux, nous on ne veut pas d'eau stagnante, ça va nous éviter les éventuels dépôts de mouches, d'insectes, etc. Et en plus de ça, les petites spirulines, elles ont naturellement tendance à remonter à la surface pour prendre leur lumière et faire leur photosynthèse. Et donc du coup, elles vont ombrer celles du dessous.
Donc c'est aussi pour répartir l'éclairage, pour que tout le monde ait à peu près la même quantité de lumière et de chaleur. Et donc c'est vraiment un circuit en hippodrome, tu vois, en circuit fermé, pour que tu aies un mouvement vraiment continuel si tu veux. Tu utilises de l'eau douce, qu'est-ce que tu rajoutes en plus? Alors je rajoute du sel, du bicarbonate pour monter justement le pH aux alentours de 10-11, qui est à peu près le même pH que dans le milieu naturel. Et après, on met un ensemble de minéraux et d'oligo-éléments dont la spiruline a besoin pour se développer. Donc on va mettre du fer, du potassium, du phosphore et des oligo-éléments. Et après, pour le coup, on met notre souche de spiruline dedans. Et comme elle a tout ce qu'il faut pour se développer, elle va commencer à se diviser jusqu'à coloniser vraiment toute la surface de l'eau. Et à partir du moment où tout le volume d'eau est assez concentré, c'est à partir de ce moment-là qu'on démarre les récoltes. Certaines personnes pensent que ça sent pas très bon. Finalement, ça va. Tout à fait. En fait, la spiruline, elle a très mauvaise réputation. Mais justement, parce que nous, je prends le cas du français, nous, on est 400 producteurs en France. Tous ensemble, on arrive à produire 70 tonnes. Et ça, c'est à peu près 5% de tout ce qui est consommé sur le territoire. Donc ça veut dire que 95% provient de l'étranger. Donc souvent, c'est des productions qui sont industrielles. Donc c'est des bassins qui font des hectares et des hectares de culture. Donc c'est vraiment sur un modèle industriel où on ne peut pas apporter la même prophylaxie qu'à un petit bassin à taille humaine, etc. Et en plus de ça, la spiruline, souvent, elle est séchée dans l'industrie à très haute température par ce qu'on appelle l'atomisation, donc qui monte à 200 degrés, donc qui pour le coup cuit la spiruline, donc nutritionnellement parlant, elle n'a plus rien à apporter. Et en plus, ça monte tellement haut en température que les cellules vont éclater. Et c'est là que les goûts et les odeurs très désagréables vont souvent arriver. Et c'est pour ça aussi que les spirulines françaises, elles sont très douces en goût et en odeur, justement parce qu'elles sont séchées à basse température. On va retourner voir la presse. Pas de problème, allons-y. Donc du coup, le pressoir a fini. Avec quoi on se retrouve? La presse a enlevé l'eau. Donc là, on va se retrouver avec vraiment la biomasse pressée qui est beaucoup plus compacte, qui ne contient plus que les petites spirales. Et du coup, cette biomasse, elle va dans le réservoir qui après sera mis sous forme de spaghettis là-bas, un petit peu plus loin, dans le laboratoire. Donc là, on a vraiment beaucoup plus une texture de pâte à modeler. Il n'y a plus du tout d'eau. Donc là, c'est ce qu'on appelle aussi la spiruline fraîche, qui est du coup consommable à cet état-là, mais il faut la consommer rapidement, dans les 3 jours, avec une chaîne du froid très basse. Donc c'est un peu compliqué pour la commercialisation. Donc nous, on préfère a posteriori la sécher, et on passe de 3 jours de conservation à 3 ans. Donc forcément, c'est quand même beaucoup plus simple. Du coup, maintenant, on se retrouve au laboratoire. A tout de suite. Donc ici, on est dans ce que tu appelles le laboratoire. À quelle étape on en est? Alors là, donc du coup, la biomasse pressée qui a été récoltée et qui est passée dans la presse dont on a enlevé l'eau, elle a été mise justement dans le poussoir à saucisse. Et c'est à ce moment-là que ça va nous permettre de faire les petits spaghettis qui vont être déshydratés dans les séchoirs. Et ensuite? Et ensuite, une fois que la spiruline est sèche, là pour le coup, une fois que la spiruline est dans son séchoir, on a fini la chaîne de production. Donc là, c'est nettoyage de toute la chaîne de production pour garder un truc propre. Et ensuite, elle va sécher pendant 8 heures. Et donc du coup, je les récupérerai dans 8 heures et à ce moment-là, elles seront sèches. Et justement, tu parlais donc des bienfaits nutritionnels. Quels sont-ils? Alors, ce qui va être plutôt intéressant pour la santé dans la spiruline, ça va être les pigments. Donc il y a 3 pigments dans la spiruline. Il y a de la chlorophylle, c'est vert à majorité. Il y a du bêta-carotène, ce qu'il y a dans la carotte, et il y a un petit pigment bleu qui s'appelle la phycocyanine. Je vous ai dit que la spiruline, c'était une cyanobactérie. Le cyan, c'est justement pour bleu. Et du coup, le bêta-carotène, c'est un antioxydant, intéressant notamment pour tout ce qui est fanère, peau, ongles, cheveux, yeux. Donc c'est un antioxydant, c'est quelque chose qui diminue le stress oxydatif, qui aide à la régénération cellulaire. Ensuite, il y a de la chlorophylle. La chlorophylle, c'est un détoxifiant sanguin. C'est très bon pour la détoxification générale, pour la fixation des métaux lourds, mais c'est surtout un tampon de l'acidité. C'est une espèce alcalinisante qui va remonter le pH. On a tous plutôt une tendance à l'acidification entre ce qu'on mange, ce qu'on boit et ce qu'on respire. Donc de s'apporter justement de la chlorophylle, ça va tamponner cette acidité et remonter le pH de l'organisme. Et enfin, on a la fameuse phycocyanine. La phycocyanine qui est le petit pigment bleu de la spiruline qui a une structure très similaire à l'EPO. L'EPO, c'est une hormone qui est naturellement sécrétée par notre organisme qui augmente la production de cellules souches par la moelle osseuse. Et la moelle osseuse, elle fait du globule rouge, donc tout ce qui est oxygénation, résistance à l'effort, récupération. Et elle fait aussi du globule blanc, du mésenchymateux, donc tout ce qui est le système immunitaire. Donc pour le coup, ça va être très intéressant, notamment en période hivernale, pour booster un petit peu l'immunité, éviter d'aller chez le médecin. Période printanière aussi, avec tout ce qui est pollen, allergènes, etc. Ça va être intéressant.
voilà, c'est déjà la fin de ce planétaire. On remercie Jean-Baptiste pour son accueil et sa gentillesse. Et je vous donne rendez-vous le mois prochain dans un tout nouveau lieu. Et d'ici là, n'oubliez pas de prendre soin de la planète Terre.